Ici, le charbon fait partie de l'histoire. Nous sommes cette semaine dans le nord de la France qui s'est construit autour de l'exploitation des mines pendant 2 siècles. Mais aujourd'hui et pour l'avenir, dans certaines régions du monde, on mise gros sur le charbon. Source d'énergie très polluante mais peu chère, elle sert à produire aujourd'hui 40% de l'électricité mondiale et ses réserves sont suffisantes pour les 118 prochaines années. Mais peut-on en faire une énergie propre? On en parle cette semaine dans votre émission. Au sommaire de ce numéro, en Allemagne, la fin du nucléaire passe par le charbon. Dans le pays, des centrales 2.0 poussent comme des champignons. Comment faire passer ce combustible très polluant pour une source d'énergie propre? C'est le pari des autorités allemandes. On vous emmènera ensuite en Inde, dans l'est du pays, où les mines à ciel ouvert fleurissent sans réelle réglementation au prix de la santé des habitants. Et puis direction la Mongolie, devenue le premier fournisseur de charbon de la Chine, un grand boom minier attendu pour 2013 qui pourrait changer la face du pays, traditionnellement terre d'éleveurs et d'agriculteurs. Nous sommes sur un terri à 150 mètres d'altitude et sous mes pieds, des traces de l'exploitation minière française où aujourd'hui, vous le voyez autour de moi, la nature est en train de reprendre ses droits. Alors justement, aujourd'hui, on essaye d'associer respect de l'environnement et industrie du charbon. Pas facile, on sait que l'industrie rejette d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. L'Allemagne, pourtant, tente de produire un charbon propre, 2e génération. Le pays a fermé la porte au nucléaire. Reportage sur place. Pour Astrid, c'est ici que tout a commencé dans ce petit parc en plein cœur de Hambourg. 400 arbres devaient y être détruits pour permettre la mise en réseau d'une toute nouvelle centrale à charbon. De quoi monter aux barricades pour cette militante des énergies renouvelables. Pour moi et les autres militants, empêcher la construction de ce nouveau réseau, cela voulait dire aussi qu'on allait ralentir le développement et la mise en service de la nouvelle centrale à charbon. La question de fond, c'est finalement, est-ce qu'on veut 9 millions de tonnes de CO2 en plus ou en moins? Ça fait une énorme différence. Le parc est pour l'heure sauvé, mais Astrid est restée l'une des plus ferventes critiques de la centrale à charbon en construction aux portes de Hambourg. Une centrale nouvelle génération qui doit entrer en service en 2014 et alimentera la ville en électricité et en chauffage. Plus efficiente et moderne, donc plus respectueuse de l'environnement, affirme son constructeur Vattenfall. Il lui faudra 20% de matières premières en moins par rapport au vieux modèle pour produire 1 kW d'électricité. Plusieurs centrales nucléaires sont condamnées et en plus de cela, de nombreuses centrales à charbon arrivent en fin de vie et doivent être retirées du réseau. Et nous avons besoin de les remplacer, même si nous développons déjà les énergies renouvelables. Un point de vue partagé par le gouvernement qui soutient le développement de 18 autres centrales à charbon dans le pays. Elles seront plus efficaces mais continueront de peser très lourd sur le bilan carbone de l'Allemagne. Greenpeace ne croit pas une seconde à l'utopie du charbon propre. En fait, c'est du trompe-l'œil. Le problème principal de ces centrales à charbon, c'est qu'elles vont fonctionner pendant 40 ou 50 ans. Et c'est donc toute la politique énergétique qui se retrouve sur une mauvaise pente. Ce qu'il faudrait, au contraire, c'est éteindre toutes les centrales à charbon et les remplacer par des centrales à gaz modernes ou par des parcs éoliens et solaires. Autant d'alternatives qui permettraient à l'Allemagne de réduire ses émissions de CO2 en constante augmentation. Depuis la sortie du nucléaire l'an dernier, la consommation de charbon a augmenté d'environ 5%. Nous sommes dans une ancienne mine du nord de la France. De ces galeries étaient extraites chaque jour 1000 tonnes de charbon à 480 mètres de profondeur. Un travail dangereux, on le sait, les accidents et les éboulements étaient fréquents. Et ces conditions, on les retrouve aujourd'hui en Inde. Le pays est assis sur des réserves colossales de 96 milliards de tonnes de charbon. Et ce boom minier se fait, bien entendu, au prix de la santé et de l'environnement sur place. Reportage. Filme ce charbon, il y a des diamants dedans.
Des diamants, personne n'en a jamais vu ici. Du charbon à perte de vue, c'est tout ce que la région de Jaria peut offrir. Depuis plus de 100 ans, des hommes creusent ici. Depuis plus de 100 ans aussi, les feux dévorent cette terre. La fumée brouille le paysage. D'anciennes mines se consument sous les pieds des habitants. Bassan Buvan et sa famille ont le sentiment de vivre au-dessus de l'enfer. Cela fait des générations que nous travaillons ici, depuis l'époque de mon grand-père. Le nombre de feux ne cesse d'augmenter chaque année. Quand ils deviennent trop grands, nous devons fuir. Juste à côté de ma maison, il y a un grand feu, si grand qu'en pleine nuit, on se croirait le jour. Ça fait comme des éclairs en permanence. La nuit tombe, mais l'activité frénétique continue dans les 63 mines de la région. L'exploitation illégale attise encore les feux. L'un d'eux a emporté la maison de Bassant. Regardez les feux là-bas. Tellement de gens sont morts brûlés et tellement d'autres sont devenus malades après avoir inhalé des gaz toxiques. Il n'y a aucun contrôle là-dessus. Les feux auront bientôt tout détruit ici. Ces feux sont provoqués par la combustion du charbon dans ces mines à ciel ouvert. La terre se craquelle et lâche ses gaz nocifs. Les feux progressent et cernent les habitations. Le médecin du petit dispensaire estime que 60% de la population souffre de maladies respiratoires. Les niveaux très élevés de dioxyde de carbone et de poussière de charbon ont entraîné un cycle de maladies. Personne ici ne peut vivre en bonne santé. Le corps est continuellement en danger. Pour protéger la population, mais aussi laisser la place aux compagnies minières, 1100 familles ont été évacuées vers la ville nouvelle de Belgaria, au désespoir de certains. Il n'y a pas de travail ici, on a des problèmes d'eau et d'électricité. On était mieux à côté des mines de charbon, 1 million de fois mieux. Oui, il y avait le danger des gaz et des feux, mais au moins on pouvait se nourrir. Ces 20 prochaines années, le gouvernement prévoit d'évacuer 400 000 personnes hors de la zone des mines. Ce serait alors le plus vaste plan de relogement de l'histoire de l'Inde. Daniel Franck a travaillé à la mine pendant 32 ans, dont 24 au fond des galeries. Il est encore fier aujourd'hui de nous montrer la salle des pendus, comme on l'appelait, le vestiaire des mineurs. Alors Daniel, j'imagine que le reportage qu'on vient de voir en Inde, ça vous rappelle des souvenirs. Vous savez qu'il a été question en France d'éventuellement rouvrir des mines. Si aujourd'hui on vous disait il faut redescendre, vous iriez ? Bien sûr, j'irai, mais pas à mon âge. Bien entendu. 30 ans, oui. Pour l'esprit de camaraderie, de solidarité. Malgré que le métier était très dur. J'ai travaillé quand même dans plus de 40 degrés, dans des ouvertures qui faisaient 50 cm. Vous travaillez à genoux, rallongé, dans l'eau, dans la boue. Métier très pénible. Et pourtant, il vous a laissé des beaux souvenirs aussi, ce métier, on sent. Oui, j'ai eu des beaux souvenirs. Puis on était... la famille qui travaillait à la mine, il y avait mon père, il y avait mes cousins, il y avait mon oncle. On est une génération de mineurs. Alors je vous propose de rester avec nous, Daniel, et de nous envoler pour la Mongolie. La Mongolie qui est en train de devenir le principal exportateur de charbon vers la Chine. C'était traditionnellement une terre d'éleveurs et d'agriculteurs qui est complètement en train de changer de visage. Regardez. Un paysage de steppe couvert désormais de pelleteuses. La Mongolie est devenue le nouvel Eldorado minier. Ici, à Tavan-Tolgoi, sur une zone d'exploitation de 68 000 hectares, le sous-sol renfermerait 7 milliards de tonnes de charbon. L'année dernière, nous avons produit 1 million de tonnes de charbon. Cette année, ce sera 3 millions. La production devrait croître jusqu'à 6 millions de tonnes l'année prochaine. Nous faisons de très bonnes affaires. Un sous-sol qui aiguise les appétits. Peabody Energy, Shenhua et un consortium russo-mongol exploitent Tavan-Tolgoi. Pékin se taille la part du lion avec 40% de la production et profite de sa proximité géographique.
Nos relations avec notre voisin du Sud, la Chine, sont prédominantes. Nous exportons notre charbon vers la Chine et importons des produits alimentaires ainsi que des matériaux de construction. La Mongolie vit au rythme des extractions minières, avec de lourdes conséquences sur l'environnement et sur le mode de vie. Les éleveurs sont contraints d'abandonner leur activité traditionnelle. Il y a beaucoup de camions et ils détruisent les routes et les pâturages des animaux. Avant l'exploitation minière, il y avait de nombreux éleveurs et leurs familles qui vivaient dans cette région. Maintenant, ils sont tous partis. En plus de ces changements, la population ne bénéficie pas des retombées économiques. 30% d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté et sur les 20 000 travailleurs étrangers, 17 000 sont chinois, une main-d'œuvre moins chère que la main-d'œuvre locale. Ce sont les Mongols qui doivent travailler en Mongolie. De riches étrangers investissent. Cela devrait apporter des avantages à l'économie mongole et à la population. Mais ce n'est pas le cas. Je suis un peu contrarié à ce sujet. Le tout nouveau Parlement mongol, élu en juin dernier, a promis de mieux répartir les fruits de l'exploitation minière et de veiller au respect de l'environnement. La décennie 2000 a été marquée par une très forte augmentation de la demande mondiale de charbon. Et aujourd'hui, le marché ne s'est jamais aussi bien porté. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et je vous retrouve très vite sur France 24. À bientôt.